Madame, Messieurs, bonjour. Le régime de Mouammar Kadhafi est sur le point de tomber. Il ne reste plus qu'à trouver et à capturer l'ancien leader libyen. La situation et l'avenir en Libye, c'est le thème principal de ce RTL+. Mais avant cela, dans l'actualité ce matin, il y a aussi bien sûr ce ciel plombé, suivi par d'importantes pluies à Bruxelles et en Wallonie, à Orpjauge notamment, dans le Brabant wallon, où nous rejoignons Julien Crête. Julien, vous avez passé une partie de la nuit sur place. Et on peut dire que pour les habitants, la situation est difficile puisque ce sont les secondes inondations en une semaine à Orpjauge. Oui Benoît, en fait on peut le dire là, en ce moment le Brabant wallon vit vraiment une situation en deux temps. Il y a eu d'abord le nettoyage ce matin ici à Orpjauge, je vous l'avais dit, pour des habitants qui ont dû faire face à de nouvelles inondations. Alors ce matin, les habitants et les pompiers ont retroussé leurs manches. Ils ont dû en fait évacuer des tonnes de mètres cubes de boue qui recouvraient les routes, mais qui recouvraient également l'intérieur de leurs habitations ou encore les caves. Et ce travail-là est partiellement terminé. Il devra encore se poursuivre ici durant quelques heures cet après-midi. Mais ce matin, on a appris également que de nouveaux orages se sont abattus à quelques kilomètres seulement d'ici, sur la commune de Jodogne. Il semblerait en fait que des bassins d'orage qui retenaient des eaux depuis plusieurs heures, eh bien, ces bassins d'orage ont, semble-t-il, craqué ce matin, libérant, on l'imagine, une importante quantité d'eau sur la commune. Alors là-bas aussi, à Jodogne, on signale de très nombreuses caves inondées. On signale aussi à des routes qui sont recouvertes par des coulées de boue nombreuses. Et puis on vient de l'apprendre aussi à Wavre, ce n'est pas très loin non plus d'ici. Eh bien Wavre a connu aussi une matinée très délicate. Il serait tombé sur la commune de Wavre ce matin 70 litres d'eau en 20 minutes seulement. Vous l'aurez donc compris, cet après-midi sur la province du Brabant wallon, il y aura encore beaucoup de travail. Merci Julien, et puis bien sûr nous reviendrons de manière complète et détaillée sur ces intempéries ce matin dans le journal de 13h. La situation en Libye maintenant, sans transition. Deux invités avec nous pour en parler. Bichara Kader, vous êtes professeur à l'UCL, et Hassan Bousseta, vous êtes chargé de cours à l'université de Liège. Monsieur Kader, est-ce qu'on peut dire qu'il faut maintenant attendre l'arrestation et la capture de Mouammar Kadhafi pour dire que le régime libyen est bel et bien tombé ? Oui, sans doute. Je crois que le régime s'effondre. Mais il faut se méfier des nouvelles précipitées. On a annoncé la capture de ses fils et puis ce matin, on annonce qu'ils ont pris la fuite. Pire encore, un de ses fils, Saif el-Islam, qui était censé lui succéder, se pavanait aujourd'hui dans un hôtel de Tripoli, dont on disait hier qu'elle était déjà investie par les rebelles. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais certainement le régime rend l'âme, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir capturé. M. Bousseta, ça fait plusieurs mois maintenant que les insurgés se sont levés avec l'appui de l'OTAN. Est-ce qu'on peut dire que l'appui de l'OTAN était déterminant, ou ce sont surtout les insurgés sur le terrain qui ont fait l'essentiel du travail? Alors, comme vous le savez, la résolution des Nations Unies donnait une possibilité à l'Alliance d'intervenir et de prendre toutes les mesures nécessaires, qui sont surtout des mesures de création d'une zone d'exclusion aérienne, de mesures qui permettent également de faire en sorte de poursuivre les responsables. Mais sur le terrain, il n'y avait pas de troupes de l'Alliance. Ce sont les troupes de la coalition, du CNT, du Conseil de transition. Alors, bien entendu, ce sont eux sur le terrain qui ont mené les combats, mais sans l'appui et sans le soutien des frappes aériennes, bien entendu, cela n'aura pas été possible. Et j'en veux pour seule preuve que, pas plus tard que la semaine passée, le briefing de l'OTAN à Naples était particulièrement inquiet sur l'évolution des combats et sur la capacité de réaction que maintenait Kadhafi. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que l'appui aérien a été important, mais au sol, bien entendu, ce sont les troupes du CNT qui ont fait la différence, avec aussi un engagement, et on le sait depuis plusieurs mois, de combattants qui viennent des tribus et qui se sont engagés. Et je pense en particulier dans les derniers jours aux troupes qui sont venues de la région du Jebel Nafoussa, à l'ouest de Tripoli, et qui ont joué un rôle important dans la prise de Tripoli dans les derniers jours. De même que, il faut le signaler aussi, ce qui est un élément important dans la chute aussi rapide de Tripoli, ce sont les défections qui ont eu lieu à l'intérieur de l'appareil d'État de Kadhafi, et aussi la capacité qu'a eu la coalition de frapper la chaîne de commandement de Kadhafi. Et ça, je crois que ça a ruiné en quelque sorte la possibilité de réaction pour Tripoli dans un premier temps. On va passer à une première question d'une téléspectatrice, Sylvie Ancio. Peut-on dire que le soulèvement en Libye s'inscrit dans le mouvement du printemps arabe, professeur Kader?
Bien sûr, il est clair que la Tunisie a donné le signal, le vent de liberté a soufflé sur la Tunisie, a emporté le régime de Ben Ali, ensuite le régime de Moubarak, dont on disait, des deux d'ailleurs, qu'ils étaient les citadelles inexpugnables de la stabilité et de la solidité. Eh bien, ce vent de liberté a traversé la Libye dans un premier temps, mais voilà que la Libye entre également dans la tourmente, puisque les mêmes problèmes, les mêmes aspirations des jeunes Arabes, quel que soit le pays, bien que les contextes soient différents, quel que soit le pays, les mêmes espoirs, les mêmes frustrations, les mêmes problèmes se retrouvent un peu partout, et particulièrement en Libye, où le régime a cadenassé l'État depuis 42 ans. N'oubliez pas que Muammar Kadhafi est là depuis le 1er septembre 1969. Il allait célébrer son 42e anniversaire en Libye. Or, c'est un pays qui est extrêmement riche, c'est plus de 3 fois la France, avec des ressources considérables qui ont été dilapidées par ce régime, qui aurait pu faire de la Libye une véritable économie prospère pour le pays et pour l'ensemble des pays du Maghreb, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur Bouzzetta, on peut parler de 42 ans de dictature ou c'est pas aussi simple, le système s'est mis en place progressivement? Alors, on peut dire que Kadhafi a pris le dessus d'un groupe de militaires d'insurgés en 1969 dans un coup d'État qui était un coup d'État sans pratiquement effusion de sang. Le roi de Libye, le roi Senoussi, était dans un état de fatigue, malade, et donc il n'y a pas eu d'effusion de sang. Tout au long de cette période, Kadhafi a imposé sa marque sur le régime et il a imposé aussi une position assez, assez revendicative, parfois assez belliqueuse sur le plan international. Et donc la position de Kadhafi était particulièrement instable. On se souviendra qu'en 1992, suite aux 2 attaques terroristes contre 2 avions, l'un au-dessus de Lockerbie, un autre sur la ligne Paris-Brazzaville, l'attentat sur la ligne UTA. Et donc, à ces 2 reprises, on a vu une position extrêmement agressive de la Libye terroriste, qui soutenait les groupes terroristes. Et puis, on a connu, à partir de 1992, un embargo qui a placé la Libye au banc des nations. Et je crois que la période qui va s'ouvrir entre 1992 et 2004 est une période où la Libye se retrouve sur le banc de la communauté internationale, mais elle va revenir dans le jeu des relations internationales après 2004. Et là, depuis 2004, on était dans une position où la Libye avait réussi à renégocier une respectabilité sur le plan international. Donc on a un régime qui a connu différentes phases, surtout sur le plan international. Sur le plan intérieur, c'est plus compliqué parce que le régime s'appuie sur des réalités tribales. Il a aussi fait en sorte de marginaliser les organisations sociales, les syndicats, les partis politiques ont peu de présence véritable sur le terrain libyen. Et donc on a une réalité qui a surtout été spectaculaire, je dirais, sur le plan international, où la Libye a été particulièrement, agressive. Alors cette réalité tribale dont vous parlez, on va peut-être y venir maintenant en parlant de l'avenir de la Libye à travers une question d'une téléspectatrice, Marie-Cécile Déguezé. Peut-on faire confiance aux membres du Conseil national de transition alors que certains de ses membres sont d'anciens kadhafistes, Monsieur Kader? Mais c'est la grande question, naturellement. On a eu peur du connu, puisqu'on a connu le régime de Kadhafi avec ses revirements, avec ses excès de langage, avec son comportement un peu fantasque, et avec ce système autoritaire qui a été mis en place. N'oubliez pas que dans un premier temps, comme l'a rappelé Hassan, dans un premier temps, Kadhafi était crédité d'une bonne image en tant qu'un jeune officier tiers-mondiste qui a renversé une monarchie conservatrice. Mais il a vite si vous voulez, essayer de jouer le rôle de se substituer à Nasser sans succès dans l'espace arabe. Et puis il a essayé de jouer au roi des Africains dernièrement. Et donc il y a eu dans son histoire beaucoup de revirements. Sur le plan interne, il a imposé un système autoritaire fondé sur le contrôle, la coercition, la corruption, la cooptation. Et maintenant, le rôle du Conseil national de transition est de refonder l'État libyen de A à Z, dans la mesure où toutes les institutions libyennes ont été laminées par le régime de Kadhafi. Il n'y a pas de parlement à proprement parler, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'organisation professionnelle. Il faut refonder l'État de Libye, mais avant cela, il faut réconcilier les Libyens, tous les Libyens d'est à l'ouest, du sud. On parlait de cette réalité tribale. Voilà. Ça peut jouer dans l'avenir immédiat de la Libye. Est-ce que ça doit jouer un rôle ou est-ce que ça va jouer un rôle? Non, il est clair que les clivages régionaux, les clivages tribaux sont des facteurs qui compliquent le jeu politique à l'intérieur de la Libye. Et le Conseil national de transition, qui doit constituer une assemblée constituante représentant toute cette diversité libyenne, doit en tenir compte nécessairement.
Naturellement, il faut réconcilier les Libyens, il faut penser les blessures de ce pays, il faut reconstruire les installations qui ont été détruites par les bombardements et il faut s'engager sur la bonne voie. Nous avons connu Kadhafi, évidemment, il y a une inconnue qui se présente à nous. Il ne faut pas se laisser tétaniser par les peurs du futur. Il est clair qu'il appartient aux Libyens d'écrire le nouveau chapitre de la Libye nouvelle, mais qui doit être une Libye démocratique et moderne, mais le chemin du futur sera escarpé. Monsieur Boussetal, l'une des difficultés de ce Conseil national de transition, on l'a vu ces derniers jours, ce sera d'éviter les représailles. C'est un risque bien réel, non? Oui, bien sûr, mais avant cela, je voudrais revenir un petit instant sur ce qu'est le Conseil national de transition, parce que ce conseil qui s'est créé dans une région, c'est-à-dire la Cyrénaïque, l'est du pays, est un conseil qui est assez hétéroclite. Alors puisque une des dimensions, évidemment, de la crise libyenne, c'est la difficulté d'obtenir de l'information précise. On le voit encore cette nuit, avec les événements qui nous sont rapportés de Tripoli, mais c'est le cas depuis 6 mois, parce qu'on est au cœur d'une guerre psychologique qui joue de la rumeur, qui joue de l'intoxication, et donc aujourd'hui, on n'a pas une vision totalement claire de qui sont les membres du Comité national de transition. En fait, on en sait quand même un certain nombre de choses, et ce qu'on en sait, c'est que notamment, il a été victime très récemment de crispations internes et de confusion, je vais dire, puisqu'il y a eu quand même des très gros accrochages entre différentes factions de ce Conseil, et même l'assassinat d'un général qui est un ancien proche du général Kadhafi. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette coalition, on a à la fois des anciens cadres du régime de Kadhafi, on a des intellectuels, des professeurs d'université, mais on a aussi des gens qui sont issus des groupes islamiques combattants. Et cette réalité-là, c'est la réalité que va devoir affronter le Conseil national de transition à partir du moment où il prendra l'ascendant sur le terrain. Parce qu'une fois cette guerre sur le terrain emportée, une deuxième guerre va se jouer sur la conception même des institutions. Et ce débat existe aujourd'hui à l'intérieur du Conseil national de transition sur la forme que prendront ces institutions. Alors, le Conseil national a promulgué une charte nationale dans laquelle il pose en article 1, et ça a été l'objet d'une certaine discussion polémique, l'idée que les lois devront être issus de la charia islamique. Et donc, on a un débat qui se pose aujourd'hui entre différentes visions à l'intérieur du Conseil national de transition, et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, le leader du Conseil a avancé l'idée que l'État qui viendrait à l'issue d'un processus préparatoire qui prendra la forme d'un congrès et puis d'élections aura la forme d'un État islamique modéré. Et justement, on a reçu la question d'une téléspectatrice qui disait, en remplacement de la dictature de Kadhafi, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une dictature religieuse? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on agite cet épouvantail depuis des mois. On l'a agité pour la Tunisie avec Al-Nahda, on l'a agité avec l'Égypte, avec les frères musulmans, et maintenant on l'agite avec la Libye. Il est clair que les frères musulmans constituent une composante importante des peuples arabes, dans la mesure où l'écrasante majorité des Arabes sont des musulmans. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas les exclure, il faut les incorporer dans le jeu politique. La question fondamentale, est-ce que toutes ces parties libyennes dont parle mon collègue, est-ce que toutes ces parties seront suffisamment sages pour créer quelque chose qui puisse fonctionner en tenant compte des diversités à la fois régionales et tribales, mais en même temps en mettant la Libye au diapason de la communauté internationale et créer un État libyen démocratique et moderne. Voilà, on va en rester là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, nous reviendrons sur l'affaire DSK. Puisque vous l'avez entendu, le procureur a demandé l'abandon des poursuites à l'encontre de l'ancien directeur général du FMI. Dans un instant, le journal de 13h.